Posta, Guerre de Troie, jeunesse et coup de cœur, c'est parti pour un nouvel update lecture. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mes 4 dernières lectures. 4 lectures qui sont complètement différentes puisque, comme je vous le disais, il y a un posta qui flirte avec l'ASF, un jeunesse qui n'est pas si jeune, un coup de cœur et un livre sur la guerre de Troie. Donc, je vais vous les présenter. Je vais vous les présenter pas dans l'ordre dans lequel je les ai lus parce que je vais terminer par mon coup de cœur. Je vais commencer par celui peut-être que j'ai le moins aimé. J'ai lu la dernière fée des sables de Edith Nesbit aux éditions Novel. C'est un livre que j'avais pris à la bibliothèque. Alors moi, ce qui m'a attiré tout de suite, c'est la couverture, hein, clairement. J'avais, voilà, avec ses dorures. Et après, quand j'avais lu le speech derrière, on raconte que c'est l'histoire de quatre enfants qui arrivent dans une nouvelle maison et qui vont découvrir une créature plutôt grognon, laide et poilue et qui est enfouie dans le sable depuis des milliers d'années. Elle révèle aussi aux enfants qu'elle est capable d'exaucer leurs vœux. Le pitch de départ, c'est ça. Et moi, c'est ce qui m'avait attiré, le côté, la fée un peu grognonne, mais j'aime bien, ça a un petit côté un peu la fée grognonne. On est un petit peu sur un univers un peu à la Shrek, c'est-à-dire qu'on va pas sur une gentille fée sympatoche. Et je m'étais dit, bah pourquoi pas, sachant que je ne connais pas du tout Edith Nesbit, donc je ne savais pas d'où elle est, enfin, je savais pas si c'était une autrice récente ou quoi. Quand j'ai commencé à lire, je me suis bien rendu compte qu'on était sur un format un peu particulier parce que donc ces 4 jeunes enfants qui sont Cyril, Anthea, Robert, Jane et leurs frères, ils sont 5, mais Piqué il est tout jeune. Ils vont être, enfin voilà, on va vraiment les suivre. Alors ils arrivent dans cette maison et on va les suivre découvrir cette fée. Et une fois que la fée une fois qu'ils ont découvert la fée, qui est en fait un espèce de personnage fort peu sympathique, eh bien en fait elle va leur exaucer des vœux et nous ce qu'on va suivre c'est les conséquences et les répercussions des différents vœux que les enfants vont faire. On est sur un rythme un petit peu avec, vous savez, un livre jeunesse avec une sorte de morale à chaque fois qu'il y a un vœu. On est sur un livre jeunesse hyper old school. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est hyper old school. Edith Nesbit, c'est une autrice qui a inspiré notamment les auteurs de, oui, les auteurs, enfin, J.K. Rowling est l'auteur de Narnia ou Le Seigneur des Anneaux, donc Tolkien, donc c'est quand même bien old school, et on le sent dans les écrits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'écrit plus du jeunesse de cette façon-là, aujourd'hui on écrit du jeunesse hyper attractif avec des mondes, des univers fantastiques très riches, qui font voyager le jeune lectorat vraiment très loin, puisque le but c'est justement de les accrocher. Là, on est plus sur qu'est-ce que le jeune lecteur va retirer de sa lecture, qu'est-ce qu'il va apprendre en fait. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus sur du divertissement que sur de la morale qui permet d'apprendre quelque chose. Et c'est vrai que dans ce sens-là, c'était un peu vieux. Après, ça s'y très vite. Ça reste quand même un peu intemporel parce que bah, ces jeunes enfants, ils ont des réflexes d'enfants. Voilà, ils ont envie de choses qui sont pas réalisables ou alors ils pensent que ça va être sympatoche, mais au final, bah non, parce qu'en fait, la fée des sables, qui est donc rappelons-le, un être particulièrement sournois, en fait, va se débrouiller pour que leurs vœux tournent court ou tournent mal. Et voilà, donc pour comme ça, les jeunes enfants apprennent des choses. C'est un récit que j'ai bien aimé. Je suis pas sûre que je relirai Edith Nesbit, mais je suis contente de l'avoir découverte. Si c'est une autrice qui a été si influente, je suis contente de l'avoir découverte. Après, je pense pas que je me retournerai vers ses écrits. Je crois pas que j'avais déjà lu les éditions nouvelles, donc par contre, je suis intéressée pour découvrir d'autres ouvrages de chez eux parce que je trouve ça intéressant de mettre en avant des autrices et de les sortir un petit peu, de les mettre en lumière comme ça, c'est chouette. La lecture que je vais vous présenter ensuite, c'est un posta qui, comme je vous disais, s'apparente un petit peu à de la SF parce que on est sur des données un peu particulières. On n'est pas sur un posta traditionnel. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai lu Polaris Exode de Philippe Tessier aux éditions Léa que j'ai reçu de la part de la maison d'édition. Donc j'ai reçu un exemplaire de Service Presse. Je remercie infiniment la maison d'édition de me l'avoir offert. Moi, je suis en partenariat avec Magic, qui est la maison de poche de la maison d'édition Léa, les livres jaunes qui sont ici. Dans ce livre, il vient juste de sortir, je l'ai lu au moment de sa sortie. On va suivre des personnages qui vont survivre, qui vont tenter de survivre à une fin du monde qui est assez apocalyptique, comme son nom l'indique, c'est le principe de la fin du monde. Et on va suivre surtout des personnages
qui s'appellent les généticiens et qui ont un impact sur cette fin du monde, enfin qui accompagnent cette fin du monde. On ne sait pas trop qui ils sont, on ne sait pas trop non plus à quel moment on arrive dans l'histoire. Est-ce qu'on est sur un futur très proche ou est-ce qu'on est sur un futur très lointain? C'est un peu compliqué d'arriver à avoir tous les éléments, mais très vite on comprend que c'est une fin du monde où ça va vraiment pas sentir bon du tout. Il faut pas rester sur la Terre. Et donc il y a des espèces d'enclaves, je crois, qui sont mises en place pour, je sais plus, bon, il y a des endroits qui vont être mis en place, qui vont servir de lieu de survie où tous les êtres humains ne peuvent pas aller. Nous, on va suivre notamment un homme avec sa famille qui va essayer de rejoindre ces lieux, et on va suivre différents personnages, des guerriers, enfin, oui, il va y avoir des guerriers, enfin, il va y avoir différents personnages dans cette fin du monde. C'était une lecture que j'ai bien aimée, même si, c'est pas même si, mais elle était assez exigeante en fait, parce qu'au début j'avais du mal à comprendre quel personnage je suivais, quelle était la temporalité, est-ce que c'était pendant, est-ce que c'était avant, est-ce que c'était après, il m'a fallu un peu de temps. Peut-être qu'au moment où je l'ai lu, je manquais un petit peu de concentration, et je pense que c'est un livre où au début, il faut être bien concentré sur au moins, je sais pas, les 30-40 premières pages pour comprendre ce qui se passe. Après, j'ai vu à la fin qu'il y avait un petit laïus avec les généticiens et tout ça, et avec un glossaire. Moi, je m'en suis pas servi. C'est vrai qu'il y avait des annexes, voilà, comme son nom l'indique. Je viens de voir annexes. Donc, ce sont des annexes. Je pense qu'il faut pas hésiter à s'en servir parce que sinon, au début, on est un peu perdu. Mais en même temps, c'est intéressant de découvrir qui est qui et comment et pourquoi au fur et à mesure de la lecture. Donc, même si on est perdu, c'est pas si désagréable. Et c'est une lecture que j'ai trouvée hyper intéressante parce que très immersive. On est vraiment dans une fin du monde qui est glauque, qui est... Enfin, glauque, non, glauque, c'est pas le bon terme, qui est sanglante et qui est sans pitié, en fait. On est sur une fin du monde qui est vraisemblable. Et ça, c'était vachement intéressant parce que des fois, la fin du monde, c'est... Moi, j'aime bien les lire, les fins du monde un peu à l'américaine, où au final, bah, on craint pour soi, mais bon, on sait que les personnages vont s'en sortir. Là, c'est pas aussi évident. Philippe Tessier, il fait des choix particuliers au niveau des déroulés des personnages. Et j'ai trouvé ça très réaliste parce que justement, bah, je pense que dans une fin du monde, c'est pas aussi tout noir ou tout blanc, c'est pas aussi manichéen. Et voilà, c'était vraiment très chouette. J'ai pris plaisir à découvrir la plume de Philippe Tessier qui écrit super bien. Ce que j'ai aimé, c'est que vraiment, j'étais dans une fin du monde où j'avais ce sentiment de fin du monde. Et il y a des choses où il y a des parallèles qui sont faits avec notre monde et qui pourraient être je vais essayer de vous expliquer, mais sans vous dévoiler tout. En fait, en gros, quand on raccorde les bouts, on se dit ah ouais, mais ça pourrait être vrai dans notre monde. C'est imaginaire, c'est c'est de la enfin, non, c'est pas de la fantaisie, c'est du fantastique, mais des fois on se dit ah ouais, ça plus ça, ouais, ça pourrait être ça en fait. Bon, ça n'est pas réalisé dans notre monde, mais ça tient la route en fait, ça tient vachement bien la route. Et ça, c'était chouette. C'est pas un très gros livre, mais par contre, ce qui est marrant, c'est que même si c'est pas très gros, c'est très très immersif. C'est-à-dire que j'ai pas eu la sensation de rester sur ma faim. Alors après, le livre est écrit, c'est dense, hein, comment c'est écrit. Il fait un peu moins de 300 pages, mais c'est 300 pages qui se lisent pas en un claquement de doigts, quoi. C'est pas du jeunesse comme j'avais tout à l'heure. Mais c'est très chouette de voir cette vision de fin du monde qui est encore, comme je le disais en vlog, une nouvelle fin du monde parce que bah, on n'a jamais trop de fins du monde différentes. Et celle-ci, elle tire aussi peut-être un petit peu la sonnette d'alarme sur l'état actuel de sur notre fonctionnement actuel avec notre planète. Mais c'est pas fait de manière moralisatrice. C'est fait juste comme il faut. C'est bien dosé. Je voulais pas aborder le côté écolo parce que c'était marqué quelque part. Je voulais pas l'aborder parce que moi, je sais que ça pourrait me freiner un peu. Pourtant, ça veut pas dire que je me sens pas concernée. C'est pas la question. Je me sens hyper concernée par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la planète, mais je sais que j'ai pas envie de lire un livre où ça va être un petit peu moralisateur parce que c'est bon, j'ai déjà ma propre culpabilité, elle est déjà bien présente, elle est déjà quotidienne à ce niveau-là. J'ai pas besoin, quand je prends un livre, j'ai besoin que ce soit pour m'évader. Et là, il aborde ça de manière subtile et un petit peu sous-jacente. Et donc, c'est pas vraiment, en fait, à la longue, on se dit, ouais, ok, mais
on ne se sent pas oppressé par ce sujet. Donc j'hésitais à aborder cette thématique parce que je me disais peut-être que ça pourrait en freiner certains, alors que c'est fait hyper subtilement, c'est vraiment hyper bien fait. Je relirai avec plaisir cet auteur parce que vraiment j'ai pris plaisir à cette lecture et j'ai trouvé ça hyper original. Je ne les prends pas dans l'ordre puisque je vais maintenant faire un espèce de saut dans le temps, pas tellement au niveau de moi puisqu'en fait je les ai enchaînés, je crois, les deux lectures qui sont là. Quasiment, non, il y en a pas un au milieu. Par contre, je fais un saut au niveau de l'historique, c'est-à-dire que là, chronologiquement parlant, on est sur un futur futuriste et là on va reculer 3000 ans, 4000 ans en arrière, ça dépend de quand on parle au niveau du futur, mais en tout cas, on change complètement de temporalité. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que justement, j'ai bien aimé dans ces dernières lectures faire des bonds comme ça au niveau chronologique. Je continue donc avec la lecture j'ai lu, pardon, Le silence des vaincus de Pat Barker aux éditions Charleston. C'est un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis très longtemps et ça faisait partie de ces livres que j'avais mis dans ma pile à lire d'été où j'avais vraiment très très envie de le lire. Il y avait, moi je sais que ce qui m'avait attiré dans ce livre, c'est que c'était vachement, ça tournait quand il était sorti, ça tournait vachement sur les réseaux d'ailleurs. Je vais vous dire quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti en 2018, non 2020, chez Charleston. Donc il y a 4 ans, moi c'était au moment où je commençais à aller sur les Bookstagram et Booktube. Et je me rappelle qu'il m'avait énormément attiré parce qu'on nous décrivait une guerre de Troie le prisme sous un regard féminin. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que bah voilà, tout ce qui est ce pan de l'histoire, on va suivre les hommes, on va suivre les guerriers et on ne suit jamais réellement, voire même pas du tout, ce qui se passe pour les femmes. En gros, on sait juste que la belle Hélène, elle a été capturée par Paris, enfin elle a été, oui, capturée par Paris et qu'après, ça a déclenché la guerre. Mais finalement, le rôle des femmes, le point de vue des femmes n'est jamais exprimé. Donc vraiment, moi, c'est ce côté féministe qui m'avait vachement attirée. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Briseis au moment où sa ville de Lyrneros a été conquise par les Troyens, par les Grecs, pas par les Troyens. Et donc cette reine, en fait, c'est la reine de sa ville de Lyrneros. Mais non, pas Lyrneros, Lyrnessos, merci Charlotte. Lyrnessos, c'est la reprise. Eh bien, elle vient d'être assiégée et ils ont dû capituler et on arrive vraiment au moment où les Grecs rentrent dans la ville. C'est le massacre et toutes les femmes qui sont haut placées au niveau hiérarchique, donc pas les esclaves, elles sont capturées et elles sont données en fait comme trophées à tous les guerriers grecs selon un ordre au niveau de leur catégorie, pas militaire, mais enfin pas au niveau de leur grade militaire, mais en gros pas loin, c'est-à-dire que plus ils vont être élevés dans la hiérarchie militaire et plus ils vont avoir un trophée intéressant et un trophée étant une femme. Et donc on va suivre Briseis qui va être affilié à Achille, qui est donc un guerrier sans merci, un guerrier qui ne craint ni rien ni personne. Et il va y avoir une histoire qui va se développer donc, entre eux forcément parce qu'elle est esclave de cet homme. Et surtout, elle voit l'horreur de la guerre. On va voir l'horreur de la guerre sous le regard de Briseis, qui a vu son père, son mari et ses frères se faire assassiner par cet homme, pour qui ensuite elle doit servir d'esclave dans tous les sens du terme, comme vous pouvez l'imaginer. Et on va voir comment elle va survivre et comment ça va se passer pour ces femmes qui vont devoir survivre. Parce qu'en fait, elles grandissent en sachant, surtout les femmes les reines et les princesses et tout ça, elles grandissent en sachant que elles vont finir, si jamais il y a une guerre, elles vont finir en trophée. Et elles savent pertinemment comment ça va finir. Mais c'est moins pire déjà que le sort des esclaves qui, elles, finissent pour les soldats et qui sont traités vraiment, mais alors de manière catastrophique. Et on va suivre quand ils vont continuer, ils vont poursuivre leur guerre à Troie, où ils vont essayer de rentrer dans la ville. Et comment ça va se passer pour cette jeune femme donc qui doit survivre et qui n'a pas d'autre choix que de prendre son parti de comment ça se passe avec Achille. Alors, j'ai beaucoup aimé cette lecture dans le sens où, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette lecture, c'est que ça partait dans une histoire dont je n'avais absolument pas l'habitude. Quelque part, ça m'a un peu sorti de ma zone de confort
parce que, voilà, au niveau historique, c'est pas du tout ce dont j'ai l'habitude de lire. La Guerre de Troie, je n'y mets pas les pieds d'habitude. Ce pan, voilà, de toute l'Iliade et l'Odyssée, tout ça, je n'y mets pas, je regarde pas trop. Mais je sais que j'ai pris énormément de plaisir quand j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup beaucoup plus jeune, puisque quand j'étais au collège, je me rappelle que c'était tout ce qui, j'adorais cette, toute la mythologie et tout ça. Et j'avais un peu lâché l'affaire. Et j'ai pris plaisir à retourner dans cet univers. Et ça se lisait très facilement parce que c'était très actuel. En fait, la façon dont c'est écrit, c'est pas trop vulgaire. Il y a des moments, il y a une ou deux fois où il y a eu un peu de vulgarité. Ça m'a un peu gênée parce que moi, j'aime pas trop quand on va sur quelque chose de vulgaire, mais c'était très, très, très tempéré parce que sinon, ça m'aurait gâché ma lecture. Là, c'était pas le cas. On n'est pas sur quelque chose de cru. On va pas dans du gore. On va pas dans de l'horreur. C'est-à-dire que Pat Barker, elle ne nous décrit pas ce qui se passe pour ces femmes. Elle ne nous dit pas, elle tombe pas dans le pathos en nous décrivant les scènes de viol et tout ça parce qu'elle sait pertinemment qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir les images, on le sait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces femmes, elles, 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 elles survivent, elles vivent avec cette horreur au quotidien, mais en fait, elles grandissaient en sachant qu'elles allaient avoir cette horreur. Elles ne banalisent pas. Alors attention, soyons très clairs, elles ne banalisent absolument pas l'horreur du quotidien. Elle ne banalise pas non plus, elle ne fait pas une espèce de syndrome de Stockholm des femmes qui tombent amoureuses de ces hommes-là, non. Mais par contre, elle ne nous met pas non plus, on ne tombe pas dans l'horreur de ces femmes qui vont tout mettre en œuvre pour les détruire et tout ça, parce qu'en fait, elles n'ont pas le choix. C'est pas qu'elles veulent pas, c'est pas qu'elles veulent pas s'en sortir. C'est qu'en fait, pour une histoire de survie, il faut qu'elles s'adaptent. Elles doivent en permanence, continuellement s'adapter à leur mode de vie. Et c'est très bien fait. Je suis pas sûre. Je sais qu'il y a une suite et je sais qu'il y a eu des retours qui étaient assez mitigés, donc je suis pas sûre de lire la suite parce que moi je sais que j'ai trouvé que ce livre se suffisait à lui-même. J'ai aimé suivre le destin de Briseis parce que je trouvais que c'était un personnage qui était touchant et fort. Alors, si vous êtes un peu rebuté par le côté féministe qui a été beaucoup mis en avant au moment de la sortie de ce livre, bah, faut pas hésiter à y aller parce que je sais pas en quoi il est féministe, c'est-à-dire la résilience de ces femmes face à l'horreur. Je suis pas sûre parce qu'en fait c'est juste, pour moi c'est juste. Alors si ça peut être féministe dans le sens où ça décrit le point de vue des femmes alors que ça a toujours été un point de vue oublié, même dans les histoires contées c'est un point de vue qui est oublié. Ça, c'est sûr, mais après, en soi, Briseis n'est pas une femme forte, Briseis n'est pas une femme, n'est pas une guerrière, n'est pas une combattante. Briseis, c'est une femme qui essaye de survivre tant bien que mal. Et justement, c'était la justesse. Merci pour cette petite phrase nulle. Donc, c'est la justesse du point de vue de Briseis qui était hyper intéressant, c'est-à-dire un réalisme, encore une fois, comme pour la lecture précédente, c'est ce qui a donné le récit crédible. Je relirai du Pat Barker avec plaisir parce que la plume, je l'ai trouvée vraiment très très addictive. Moi, j'ai lu le livre, je l'ai dégommé très vite. Je crois que ça, c'était. Oh, j'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Ça, je l'ai lu en 2-3 jours, mais parce que j'étais un peu fatiguée et pourtant il est un peu dense. Et j'arrive pas à savoir, je me suis posé la question, j'arrive pas à savoir si c'est parce que c'est l'écriture de Charleston, enfin la mise en page de Charleston qui fait que ça se lit vite, ou si c'est parce que le récit est tellement. Il peut être tellement actuel qu'en fait il se dégomme. Enfin, actuel. Cela va, enfin, c'est à tempérer parce que bon, quand même, tout ce qui est au niveau des rites funéraires, on a quand même un petit peu bougé, heureusement. Je vais terminer cette update lecture par un énorme coup de cœur qui vient me questionner sur va-t-il détrôner mon actuel coup de cœur de 2024 ou pas. Je ne sais pas parce que ça a été tellement une révélation, je ne m'y attendais tellement pas que vraiment ça a été la claque énorme, la surprise. Ce livre, j'ai eu la chance en plus de le recevoir en service presse de la part de la maison d'édition que je remercie infiniment. J'avais vu que c'était un coup de cœur de ma libraire. Alors ma libraire, vous avez son lien en barre d'infos, son Instagram en barre d'infos. Elles sont deux libraires, Mathilde et Mathilde, qui sont toujours d'excellents conseils. Et quand elles ont un coup de cœur, je me dis bon, généralement, il faut y aller parce qu'elles ont très très bon goût. Ce livre, c'est Les Semeuses de Diane Wilson, que j'ai reçu donc de la part de la maison d'édition rue de l'Échiquier Fiction. On va suivre ici une femme qui s'appelle Rosalie Iron Wing, qui grandit dans le Minnesota dans les années 70. Et en fait, on la suit au moment où c'est une femme d'un certain âge qui décide de retourner dans une cabane, dans une maison dans les bois, dans laquelle elle a vécu avec son père
Et elle a vécu vraiment en autarcie avec son père où il lui apprenait à survivre en étant dans l'autosuffisance au maximum et il lui apprenait à voilà comment ça se passait au niveau, à reconnaître les plantes, à vivre en harmonie avec les animaux et tout ça. Donc elle va retourner dans cette cabane et on va en apprendre petit à petit plus sur la vie de cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? On comprend très vite que son père est décédé quand elle était jeune et qu'elle a eu un destin assez terrible parce que c'est une jeune amérindienne. Alors je crois qu'on ne dit plus amérindien, donc si jamais je me trompe dans les termes, j'en suis infiniment désolée. Il y a marqué autochtone derrière, d'origine autochtone. Je vais dire amérindienne, mais si jamais je froisse quiconque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que comme ça j'apprendrai et je ferai attention pour la prochaine fois. Donc on va suivre cette femme dans sa jeunesse qui a été placée dans une famille, dans des familles d'accueil, et comment ça se passe pour elle dans les années 70 en tant qu'amérindienne. Et on va suivre également d'autres destins de femmes, une femme dans la même temporalité qu'elle, et des femmes dans des temporalités bien, bien plus anciennes que je vous laisserai découvrir. Je vous laisserai également découvrir pourquoi ça s'appelle les semeuses. Il y a un rapport évidemment à la terre, il y a quelque chose de très, voilà, de très naturel, de très... on vient plonger les mains les mains dans l'humus et dans la terre et on vient remuer tout ça et se raccrocher justement à la terre et à ses origines. Ça a été un coup de cœur pour moi parce que je l'avais pas vu venir en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un récit pas voilà intéressant. Et je pense que les récits qui parlent de la terre, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que ça me raccroche au vivant, ça me raccroche aux origines, quelles que soient les origines de l'être qui est décrit, mais euh, de l'être vivant d'ailleurs, pas forcément humain, mais j'aime ce rapport à la terre que je trouve qui vient guérir énormément de choses. Je sais que moi, par exemple, quand je suis dans le rythme infernal de la vie, par moment, j'ai besoin de plonger les mains dans la terre parce que c'est important, ça nous raccroche à la vie. Et il y a aussi toute cette partie au niveau de l'histoire des autochtones américains, enfin des autochtones, oui, américains, qui pour moi, et je connais pas du tout ce pan de l'histoire, puisque c'est pas forcément une partie historique qu'on étudie. Et pourtant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je me suis rendu compte que j'étais fascinée par cette histoire que je trouve absolument terrifiante. Ce massacre, ce génocide qui a eu lieu sur ces terres au moment de sa construction, de son indépendance. Je trouve ça absolument terrible. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Alors, pas que ce soit terrible, mais c'est une histoire dont j'ai envie d'en connaître plus. Parce que je me rends compte qu'on n'en parle pas assez, malheureusement, comme beaucoup de génocides. Et, euh, et c'est important parce que, mine de rien, c'est très récent. En fait, l'histoire américaine, elle n'est pas si. L'histoire de l'indépendance des États-Unis, elle n'est pas si ancienne. Donc, j'aimerais bien en savoir plus, en fait. J'aimerais bien en savoir plus sur la guerre d'indépendance et tout ça. Sur ce qui est venu après, j'en sais un peu plus, mais là, voilà, c'est vraiment ça. Enfin, c'est même pas la guerre d'indépendance, c'est avant ça. C'est-à-dire, moi, ce qui me plairait, c'est d'en savoir un petit peu plus sur tout ce qui s'est passé pour ces peuples autochtones. Et là, c'est fait avec, c'est très poignant, le destin de ces femmes. Alors j'ai pleuré, il y a eu un passage où j'ai pleuré, d'ailleurs j'ai pleuré un passage très étonnant qui n'était pas du tout tire-larme, d'ailleurs le récit n'est pas tire-larme. Ça vient aussi parler des femmes, ça vient parler de plein de choses en fait. Ça, ça peut parler à tout le monde et à tout le monde. Voilà. Ça peut parler à tout le monde et tout le temps. Parce que c'est un livre qui est extrêmement bien écrit. C'est un livre qui est extrêmement touchant et en même temps très immersif. Parce que là où c'est bien fait, c'est qu'on va suivre le destin de Rosalie, Rosalie, oui c'est ça, à différents moments de sa vie. Et en fait, en la suivant à différents moments de sa vie, ben, en fait, on a des moments qui sont complètement différents. Son évolution à elle est complètement différente et donc, bah, on n'est pas sur les mêmes sujets et donc forcément, on a des rebondissements au-dessus, dans l'histoire. Parce que quand on va la suivre jeune fille, on va suivre donc son rapport à la terre, son rapport à l'environnement, avec son père, son rapport avec son père, ce rapport filial avec son père. On va avoir ce rapport donc aussi par rapport à l'absence de sa mère. Comment elle va se développer en tant que jeune fille, puis on va la découvrir en tant que jeune fille, en tant qu'adolescente. Comment ça va se passer quand elle n'a plus de repères et qu'elle n'a pas de repères ni au niveau parental, mais qu'elle n'en a pas non plus au niveau des racines, au niveau historique, au niveau familial. Et ensuite, on va les suivre en tant que femme, comment ça va se passer dans sa vie en tant qu'épouse et tout ça.
Et donc ça ne soulève pas du tout les mêmes sujets. Son envie d'indépendance n'est pas la même à 10 ans qu'elle ne l'est à 50. Et donc ça nous parle quel que soit notre âge en fait. Et c'était vraiment très chouette. L'écriture de Diane Wilson, elle est incroyable parce que elle est elle est très simple et elle est d'une justesse dans la simplicité parce qu'elle est vraiment, elle va être entre le poétique et le cru, et donc, enfin le cru, non le juste, parce que cru non, mais en tout cas il y a quelque chose de simple dans l'écriture qui fait que, en fait, on s'identifie très facilement, alors que pourtant c'est pas du tout mon histoire, mais très facilement j'ai été ancrée dans cette histoire et j'ai adoré l'histoire en elle-même, j'ai adoré le sujet, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'écriture. Et comme on sait, tout ça, ça fait un combo incroyable et ça fait un énorme coup de cœur. C'est marrant parce que du coup, mes coups de cœur pour l'instant ne sont pas des coups de cœur qui s'apparentent à de la SFFF, qui est notamment, normalement, j'ai pas les bons mots, j'ai les débuts des bons mots, mais j'ai pas la suite, qui est normalement mon sujet enfin mes genres de prédilection. Donc ça vient me questionner, finalement, quels sont mes genres de prédilection? Qu'est-ce qui fait que ça fait un coup de cœur ou pas? L'année n'est pas encore terminée. J'espère que cet update vous aura plu. C'en est terminé pour moi. Donc, comme je vous disais, il y a 4 lectures. N'hésitez pas à mettre en commentaire des petits emojis sur ce qui vous plairait de lire. Donc, on est quand même sur des lectures très différentes, puisqu'on est sur du jeunesse, sur du posta, de l'historique et de l'historique, mais pas du tout à la même temporalité. Donc là, je pense que vous pouvez trouver des emojis hyper différents. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'espère que cet update vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ces lectures parce que vraiment, c'était des super lectures. Je vous retrouve de toute façon très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!